Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et bonjour. Bonjour la communauté. Bonjour tout le monde. Bonjour. N'hésitez Bonjour pas à ouvrir Noël, vos bonjour Julien. micros. Bonjour à tous. N'hésitez pas à ouvrir les micros, à mettre les caméras. Ah, merci Noël. Quelle réactivité. Bonne année à tous. Bonne année. Meilleurs Oui, vœux, bonne effectivement. année. Ah bah Effectivement, c'est le premier attendez, live de l'année. regardez, je vais quand même vous faire participer à ce que j'ai Ah, Ah, et oui. Voilà. J'avais vu le post, je crois, ou la photo que tu avais envoyée, que tu avais fait passer. Voilà. Bah oui, quand même, pour vous remercier. Ah, je suis déplacé. Hop. Ah. On va attendre encore quelques instants, l'histoire que vous arriviez, que les uns les autres arrivent. Bonjour Odile, bonne année. Puis voilà, je le redis, n'hésitez pas. Voilà, c'est vrai que pour nous là qui prenons la parole, c'est toujours très sympa de voir les micros ouverts, de voir aussi pour les uns et les autres quand c'est possible vos visages, vos réactions. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre la parole, à poser des questions au niveau de la conversation. Tout ça fonctionne. En tout cas, bienvenue à ce Live My Club. On va commencer à ce Live My Club 23, donc le premier live de cette nouvelle année. Donc bonne année à tous pour tous ceux qui viennent d'arriver. Et pour commencer cette nouvelle année, on est avec une équipe qui est légèrement renouvelée en fait pour présenter ce Live My Club. Angélique sera de plus en plus présente sur les Live My Club et pour participer à l'animation, répondre aux questions aussi s'il y a besoin. Et on a aussi Médéric qui nous rejoint. Donc Médéric, certains d'entre vous avaient peut-être eu l'occasion l'année précédente de le rencontrer lors de diverses occasions. Et donc Médéric va être un interlocuteur clé, un présentateur clé de ces Live My Club sur l'année à venir. Et puis, Thibaut, Angélique, Sarah seront là aussi, peut-être plus occasionnellement que l'année précédente. Donc, l'équipe pour ce rendez-vous, donc Médéric, Angélique et moi. Et puis, nous sommes accompagnés aujourd'hui de deux invités. Laurent de chez BC6. Donc, bonjour Laurent, enchanté de t'avoir aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc Laurent qui est chez BC6, donc qui est un intégrateur MyReport. On te laissera le temps de te présenter rapidement tout à l'heure. Et Benjamin. Bonjour. Benjamin, qui était déjà intervenu dans un Live My Club précédent l'année dernière, si je me souviens bien, et donc qui est le responsable du projet MyReport chez MyReport, donc qui met en place, qui travaille dans l'outil au quotidien. Alors comme d'habitude, la petite introduction autour de ce Live My Club, l'objectif, voilà, c'est d'animer notre communauté d'utilisateurs, de partager vos expériences, Laurent et Benjamin vont vous parler de leur retour, mais n'hésitez pas aussi à poser des questions, à compléter les éléments, à intervenir. C'est l'objectif de cette instance, de ce rendez-vous mensuel que nous avons. Et nous allons aujourd'hui faire un focus autour d'un cas d'usage. Et avant toute chose, les petits rappels. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez évoquer, des interrogations sur la manière de mettre en place, des propositions de cas d'usage, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse myclub@myreport.fr. Et puis, il y a un certain nombre de ressources. Vous avez le lien qui permet d'avoir des templates de référence. Aujourd'hui, on ne s'en servira pas trop. La thématique du Live My Club aujourd'hui, c'est comment suivre et maintenir vos projets MyReport. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parcourir les petites questions que nous avons reçues ces derniers temps. La première, comment me connecter à une base Access avec MyReport 7 ? Donc, on a eu quelques retours utilisateurs sur des sujets de connexion aux bases Access. Je ne sais pas si certains d'entre vous qui êtes présents aujourd'hui avaient rencontré cela. Donc, en attendant d'avoir
Hop. Je vais réussir à basculer sur le bon écran. En attendant, on va voir une version de MyReport qui propose directement la bonne version des composants. Il y a une connaissance et on a mis le lien dans le support. Vous pouvez cliquer dessus normalement. Dans ce que je vous ai montré, il y aura le lien dans la conversation, je pense. Une connaissance qui vous permet de dire comment faire pour avoir les composants qui sont compatibles avec les composants en version 16 que nous utilisons avec la version 7. C'était un partage d'informations, donc si vous avez le message que l'on a vu, hop, je vais réussir à basculer sur le bon écran, TR External Components, voilà, une petite mise à jour est nécessaire et ça permet de répondre aux besoins. Deuxième sujet, un peu plus fonctionnel, un certain nombre d'entre vous vous servez de MyReport, et plus particulièrement de MyReport Data, et là c'est la question que nous avons eue de la part de Svetlana, de MyReport Data pour générer des fichiers CSV, et ces fichiers CSV, vous les intégrez dans d'autres outils. Et en fonction des outils dans lesquels vous les intégrez pour reprendre de la donnée, on peut vous demander d'avoir des fichiers CSV sans BOM. Alors, qu'est-ce que le BOM? Le BOM permet de décrire, pour faire simple, pour simplifier, n'hésite pas Médéric à compléter, ou Laurent, ou Benjamin, permet de déterminer l'encodage qu'on a dans le fichier CSV. Maintenant, certains outils, en fait, certains logiciels métiers, quand on a des fichiers CSV avec BOM, lisent mal les premières lignes. Ça arrive. Et donc, si jamais vous êtes dans ce cas, vous avez besoin de générer pour réimporter des données des fichiers CSV sans BOM, il y a une option qui existe dans MyReport. Donc, quand vous êtes dans MyReport, au niveau des options du projet, vous avez la possibilité, dans l'onglet divers, de générer des fichiers CSV avec ou sans BOM en fonction de comment vous cochez cette case, et c'est valable pour tout le projet. Ces éléments-là sont aussi présents dans une connaissance dans la fac, hop, que j'ai ici, donc, qui vous précise comment le faire si jamais vous faites la recherche. Une troisième question aussi, un troisième sujet que nous avons eu, et là je n'ai pas listé, j'arrive pas à passer la slide suivante. Reprendre. Hop, voilà. Que nous avons eu particulièrement sur le mois de décembre, mais certains d'entre vous pouvez l'avoir tout au long de l'année, c'est un message fin de location dans MyReport. En fait, quand vous avez MyReport avec une licence locative, un mois avant la fin, finalement, avant le renouvellement de votre contrat, il y a un message qui apparaît comme quoi, d'ici 30 jours, par exemple, la licence MyReport va expirer. Ce qui ne vous empêche pas d'utiliser le logiciel. Chez MyReport, nous renouvelons les licences généralement 15 jours avant la date de fin de validité des contrats, ce qui fait que pendant 15 jours, vous pouviez avoir ce message. Ce qui est à retenir, c'est que ce sujet-là aussi nous l'avons traité dans la version 7 de MyReport, donc la version 7 qui est sortie en octobre, et ce message ne s'affiche plus que 7 jours avant. Donc, si jamais vous avez ce message 30 jours avant et qu'il vous gêne au lancement de l'utilisation de MyReport, une des solutions pour ne plus l'avoir, c'est aussi de mettre à jour dans la dernière version, en version 7. Tout à fait. Voilà, c'était les petites questions que nous avons eues. Et je vais laisser la parole à Médéric. T'aimes bien avoir une photo de toi, Médéric. Merci Pascal. Alors, merci Pascal. Moi, je voulais vous parler du podcast que j'ai le plaisir d'animer avec la communauté MyReport depuis quelques mois, depuis le mois de septembre, où on parle de sujets, de problématiques data, mais avec ceux qui les traitent, avec ceux qui, au quotidien, sont les acteurs de la data. Avec un ton qu'on veut très abordable, hein, sans jargon technique et sans complexité, pour tout simplement voilà, ouvrir les horizons, à partager des retours d'expérience autour de MyReport, mais pas que. Voilà, c'est vraiment les problématiques data en entreprise de manière générale. Le mois dernier, par exemple, j'ai eu le plaisir de recevoir Thomas Méhani, qui est expert comptable spécialiste dans la trésorerie et qui a partagé son expérience sur comment optimiser sa trésorerie grâce à MyReport, ou en tout cas, de manière plus généralement aussi, comment optimiser le traitement des données
de trésorerie. C'est un sujet assez critique dans l'entreprise, la trésorerie. Mais on a d'autres, plus ou moins, on va dire, focus sur des problématiques métiers. Donc, vous avez le lien, le Smart Link, pour pouvoir l'écouter sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Deezer, Spotify ou autre, ou tout simplement directement sur le lien. Il y a un lecteur aussi intégré. Donc, c'est un plaisir aussi c'est pour toute la communauté, donc c'est un plaisir aussi d'avoir vos idées, ou si vous avez des sujets qui est à cœur. Voilà, qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à me proposer. Je vais vous écrire dans la conversation une adresse mail dédiée pour pouvoir justement partager directement ces sujets avec moi. Donc, actuellement, il y a 4-5 épisodes sur ce podcast, Médéric. Tout à fait. Donc, on a 4 épisodes. Et le 5e va être publié cette semaine. Donc, je vous laisserai le plaisir de découvrir le 5e podcast. Et Laurent, si je me souviens bien, Laurent Buisson, qui est présent aujourd'hui, avait lancé la série avec toi. Tout à fait. Donc Laurent, avec le premier podcast, j'ai eu le plaisir de le faire avec Laurent, et là on parle plus du consultant data, du consultant BI, qui est l'évolution du rôle de consultant BI, qui reste quand même un poste très important pour réussir ces projets data. On a vraiment fait l'historique, n'est-ce pas, Laurent, mais aussi envisager un peu le futur, notamment avec l'arrivée de l'IA. Quel impact de l'IA sur les pros, mais aussi sur les enjeux des clients et la manière de les traiter. Merci Médéric en tout cas pour cette présentation. Et on va entrer maintenant aussi dans le vif du sujet sur le cas d'usage. Alors, par rapport au cas d'usage, justement, ça c'est une approche sur laquelle les cas d'usage, l'approche cas d'usage, c'est une approche sur laquelle on met, on va dire, le paquet pour cette nouvelle année, parce que MyReport est un outil qui peut être utilisé dans plein de contextes, et régulièrement, je suis étonné par des cas d'usage que j'aurais jamais imaginé pour ma part. Donc aujourd'hui, le cas d'usage qu'on va aborder est un cas d'usage, on va dire, plus pour les gens qui font du MyReport depuis un certain temps, puisque maintenir un projet MyReport sur le temps, c'est quelque chose qui nécessite une certaine approche, on va dire un minimum structuré, et on va vous partager nos challenges, comment déjà en interne chez MyReport on utilise notre produit, parce qu'on est d'abord toujours les premiers clients de MyReport. MyReport est le premier client de MyReport, et aujourd'hui vous verrez Ben, qui depuis des années a développé une expertise assez incroyable autour de ces sujets-là, va nous partager des astuces, des pratiques qui, je suis sûr, vont vous parler à partir du moment où vous avez un projet MyReport depuis quelques années. Ils vont peut-être pas vous parler si vous utilisez MyReport depuis 2 mois, mais bon, je pense que ici la majorité de l'audience utilise MyReport depuis un petit moment. Et puis Laurent nous parlera aussi des challenges que ça offre, et surtout en fait nous partager son approche et sa vision sur comment faire en sorte que la maintenance de vos projets MyReport soit la plus fluide et la plus simple possible. À toi la parole, Benjamin. Oui, ouais. Tu prends peut-être le partage, Benjamin. On va basculer chez toi le temps que tu prennes le partage d'écran. Ouais. Alors, une petite intro le temps que Benjamin récupère le partage. MyReport, en fait, comme le disait Médéric, MyReport, on est le premier utilisateur de la solution MyReport, et le projet actuel, on est reparti de zéro il y a quelques années, il y a déjà 10 ans, en 2015. Et en 2015, en fait, on lançait la version actuelle, en interne en tout cas, de la version MyReport qu'on utilise au quotidien, MyReport Business Evolution. Donc c'est un projet qui a 10 ans et qui a connu dès son début, en fait, dès son début, un premier changement de RP en interne, et un deuxième
en 2023. Donc c'est un projet assez riche qui a beaucoup vécu, 10 ans, et qui a aussi eu différents responsables de projet. Donc on est plusieurs à l'avoir enrichi, à l'avoir fait évoluer. Donc j'ai eu l'occasion de travailler dessus. Il y a eu Thibaut Chenet aussi, qui intervient régulièrement lors de ses Live My Club, qui a travaillé dessus, et un ou deux autres collaborateurs de chez MyReport, avant que Benjamin prenne le relais, il y a maintenant 2 ans, 3 ans. Ton micro est coupé, Ton Benjamin. micro est coupé, Benjamin. Oui, mais il fait durer un peu le suspense. Voilà. Et c'est un projet qui nécessite beaucoup d'évolution. Je vais te laisser en parler, je vais te laisser prendre la parole, parce que je pense que maintenant, aujourd'hui, il n'y a personne de mieux placé que toi, justement, pour décrire le contexte actuel que nous avons. Ouais, pas de souci. Donc nous, on est plusieurs intervenants sur le projet. Donc Pascal intervient encore un petit peu sur ce projet. Thibaut aussi intervient encore un peu sur le projet, sur certains modèles spécifiques, notamment sur la partie budgétaire, partie CODIR. Et donc, on a trouvé des astuces pour essayer de se dire, voilà, moi, si je modifie un modèle, il faut que je l'indique à Thibaut ou à Pascal pour qu'ils sachent ce que j'ai fait. Et à l'inverse, eux, quand ils modifient des modèles, ils notent aussi les informations. Ensuite, on a une gestion des utilisateurs. On est plutôt en groupe. On donne des droits sur des dashboards, par exemple, au groupe. Et ça sera Laurent qui en parlera tout à l'heure. Et notre projet Hero, oui, il comporte aujourd'hui à peu près 1700 modèles. J'en ai éliminé quelques-uns quand même ces derniers temps, et aussi des dashboards pour faire un peu de ménage et un peu le refactorer depuis sa naissance. Donc, je vais présenter 3 points, si ça va bien passer. Alors peut-être avant de, ouais, je sais pas si avant de, par rapport au contexte là du projet Rose, si toi, Laurent, par rapport à ta prise de parole, tu as une petite intro que tu souhaites faire, ou si c'est... Oui, alors, déjà Laurent Buisson, donc je suis responsable du pôle ERP et BI chez BC6, et donc moi ça fait depuis 2012 que je pratique MyReport, donc bien avant la version BE, et donc chez les clients et en interne, puisque comme MyReport, moi je suis un utilisateur aussi en interne de la solution, et donc forcément on rencontre, que ce soit en interne ou chez les clients, de façon récurrente des problématiques, et c'est là-dessus qu'on a essayé d'apporter un maximum de réponses en mode projet, puisque nous on fonctionne principalement en mode projet sur les déploiements de MyReport, et pour aider les clients pendant le projet, mais aussi après, pour essayer d'avoir le projet le plus pérenne dans le temps, et on en parlera un peu plus tout à l'heure. Alors, la première partie, en fait, déjà sur ce projet, on va décomposer en différents axes, et la première partie concerne des bonnes pratiques, en fait. C'est un recueil de bonnes pratiques qu'on a pu mettre en place, qu'on partage aussi auprès de nos clients, de nos intégrateurs, et sur lequel Benjamin et Laurent vont prendre la parole. Ce qui est important, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à lever la main aussi si vous souhaitez intervenir. Le but, c'est que ça soit un échange. N'hésitez surtout pas. Ce sont quelques exemples de bonnes pratiques. Évidemment, il y en a plein d'autres. Mais... Est-ce que vous voyez mon data là? C'est nickel. Ouais. Donc, premier exemple, ce que je vous disais, c'est donc on est multi-utilisateur sur le data. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez ce petit onglet là, à côté du mapping, c'est documentation. Donc, nous, on écrit à chaque fois, dès qu'on fait une modif, alors pas déplacer une table, hein, c'est pas forcément très utile, mais une modif qui peut avoir un sens sur les modifications de données, par exemple, ou sur un autre indicateur, on essaye d'écrire ce qu'on fait. Comme ça, on explique aux gens, au prochain. Peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre après moi, ou Pascal reprendra une certaine partie. En tout cas, on essaye d'écrire ce qu'on fait sur les modèles. Donc ça, c'est un premier exemple de bonne pratique quand on est multi-utilisateur data. Après, tout le monde n'est pas multi-utilisateur data dans les entreprises. Deuxième point je me permets, Benjamin, même Ouais. sans être multi-utilisateur, des fois, ça permet aussi d'éviter d'avoir des fuites de mémoire, ou des pertes de mémoire. Ça arrive. Et est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez? Voilà, est-ce que vous avez un retour à nous faire là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose que vous exploitez régulièrement? Oui. Alors oui, j'ai vu un petit oui de Noël, voilà, oui de Romain. J'essaie. Oui de mon côté. Voilà, c'est
Je ne sais pas si vous avez un petit retour à nous faire. Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Et... Après, oui, possible. Oui, c'est bien utilisé. Pardon, Noël. Non, mais c'est juste qu'en fait, on ne voit pas qu'on a. Là, pour l'instant, je suis toute seule, mais on risque d'être plusieurs dans le data. C'est qu'on ne voit pas qu'il y a de la documentation de mise dedans. En fait, il faut aller dedans pour aller voir qu'il y a de la documentation. Si vous le voyez, c'est que le petit logo là, il est plus foncé. Mais c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup. Bah oui, en fait, c'est pas. Voilà, c'est pas flagrant. C'est pas trop natif, ouais. Si, on en a sur plusieurs. Je vais en trouver un qui n'en a pas, par exemple. Là, il est gris, là. Vous voyez, la différence n'est pas très visible. J'avais fait la différence. J'avais pas fait la différence. Ouais. Ben, c'est bien de l'avoir évoqué parce que voilà, il y a deux sujets. C'est remonter le retour aussi, et faire le retour et aussi avoir la petite astuce pour le voir. Voilà, effectivement, on passe d'un gris plutôt transparent à quelque chose d'un peu plus marqué. Tout à fait. Plus du rose. Voilà. Deuxième astuce qu'on voulait vous partager, c'est la concaténation des clés. Donc vraiment faire une clé primaire sur vos modèles pour avoir l'unicité et être sûr qu'on ne casse pas les choses. Il faut que je retrouve mon modèle. Et là, hop. Donc là, voilà, c'est des concaténations de plusieurs informations. Hein. Donc la base de la société est l'ID ligne. Comme ça, on est sûr que si on rajoute des informations, on a vraiment l'unicité et on aurait des erreurs lors des ETL, comme quoi la clé primaire n'est pas unique et ça nous permettrait de revenir sur le modèle concerné. Ça, je pense que c'est utilisé et j'espère en tout cas que la clé primaire est utilisée dans vos modèles. Ouais, c'est chez nous, hein, je vous le dis. Là, j'en vois aussi, Romain, très pratique la clé primaire, en effet, voilà. Effectivement, c'est la base. Voilà, ouais. Et le dernier point, c'était quoi? Je l'ai oublié. Ah oui, la facilité pour la lisibilité du projet. Donc nous, on a structuré notre modélisation sur notre nouvelle ERP, en tout cas, par module. Donc on a modélisé, on est sur Odoo, hein, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure. On modélise en tout cas chaque module d'Odoo et dans la structure de la connexion source, on a vraiment le module concerné. Comme ça, on sait tout de suite, si on cherche quelque chose sur les abos, on va dans les abos et on a tous les modèles qui se concernent. C'est structuré comme ça, c'est plus simple et on évite d'aller chercher une table dans le module d'achat pour les abos, par exemple. Mais après, tu l'as fait que pour les modèles sources? Tu l'as fait pour les modèles sources? Modèles sources principaux et après, on a aussi dans le Data Warehouse. Alors après, on a rajouté des choses. L'atterrissage, c'est pas un module Odoo, c'est spécifique. L'automatisation aussi. Voilà. Mais on essaie d'avoir la même structure. On a toujours les abos, les achats, l'assistance, c'est un module aussi de Odoo, et ainsi de suite. Et ensuite, les modèles finaux sont directement, par contre, dans le dossier Odoo. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres feedbacks à faire par rapport à l'organisation que vous avez, par exemple, dans vos projets? Est-ce que si vous êtes sur un ERP, est-ce que vous avez pris cette approche? Si vous avez plusieurs, finalement, logiciels en fonction des besoins, enfin, comment est-ce que vous le traitez chez vous? Joël, tu as une organisation similaire. C'est pour un ERP ou c'est voilà, la même que Benjamin? Mathieu, oui. Tu as été à l'école MyReport, Mathieu. Après, ce qu'on retrouve quand il y a plusieurs outils métiers, généralement, ça ne va pas être par module, mais ça va être plutôt, voilà, alors soit on va l'avoir par métier, c'est le retour que nous fait Valérie, soit après, quand il y a plusieurs logiciels métiers, des fois, on va avoir une organisation logiciel par logiciel pour garder une certaine unité thématique. Et Pascal, il y a Yaroslava qui lève la main et je pense que c'est parce qu'elle aimerait qu'on revienne sur un point qu'elle n'a pas compris, les clés primaires. Vas-y Yaroslava, allez-y, n'hésitez pas à reprendre la parole. Bonjour, non, c'était pas pour les clés primaires. D'accord. J'ai une question. Est-ce que vous avez un dossier DataVis? Et sinon, comment vous gérez ou vous mettez des modèles qui sont dédiés pour le Page Center? Merci. Où vous classez ces dossiers? Alors,
Tu réponds, Benjamin, ou je peux prendre Vas-y, je t'en prie. Ok. Vas-y. Alors c'est vrai que dans les bonnes pratiques, et Médéric va peut-être réagir aussi dessus, ce que l'on évoque, c'est quand il y a des volumétries plutôt importantes, c'est de faire des modèles dédiés par la data vis sur lesquels on a agrégé les données, de façon à ce que la requête soit plus rapide. Nous, chez MyReport, par rapport au modèle qu'on a mis à disposition, le parti pris, en fait, je suis pas sûr qu'on en ait beaucoup des modèles comme ça, des modèles où on a chargé les données, on a tout mis à plat, parce que par rapport au volume de données que l'on a, on a des temps de réponse que l'on considère comme acceptables pour éviter de passer par cette étape. Tout à fait. En fait, c'est une possibilité, ce sujet-là, ce qui a été évoqué par Yaroslava, publier des modèles chargés, c'est utilisé lorsqu'on a besoin d'agréger les données, de réduire la volumétrie pour avoir du requêtage plus rapide, pour avoir une data vis plus réactive. Peut-être que Laurent et Médéric, vous avez des petits compléments là-dessus sur la mise en place, ou Benjamin, n'hésitez pas. On optimise les modèles, en fait, juste au-dessus. Nous, on a des modèles intermédiaires qui font déjà pas mal de traitements. Alors, on charge ça et ensuite on réutilise ce modèle intermédiaire dans les modèles finaux, ce qui nous permet d'optimiser les temps de réponse dans le database, dans le center, quoi. C'est le retour qu'on a de la part de Michel qui disait je ne suis pas pour les modèles côté dédiés DataVis, une double maintenance avec plusieurs. Alors, pour partager quelque chose sur ça rapidement, moi je suis plutôt pragmatique avec les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, comme le nom le dit, les bonnes pratiques. Donc, elles ont plus ou moins de sens. Et effectivement, une bonne pratique n'est jamais une pratique absolue. Une personne l'a dit, il peut absolument avoir des modèles dédiés à DataVis, mais effectivement, parce qu'effectivement, si on les a, souvent, il faut y penser pour les maintenir à part. Et surtout, donc, d'un point de vue pragmatique, je dis que mon approche, c'est de les avoir quand on a des contraintes ou des besoins au niveau de la performance. Donc, au niveau de la performance, là, effectivement, un modèle chargé sera toujours plus performant qu'un modèle qui ne l'est pas. Et du coup, si au niveau de l'utilisation, je constate que la performance n'est pas satisfaisante avec un modèle classique, effectivement, là, la bonne pratique entre en jeu. Parce qu'il y en a qui sont dans cette approche aussi. C'est un peu les retours qu'il y a dans les discussions. C'est suivant les volumétries, soit faire des modèles dédiés, soit optimiser le data warehouse, soit lorsque certains modèles sont trop lourds. L'exemple aussi que nous remontait Bruno, c'est sur la partie DSN où tout était chargé, où on a eu ce parti pris par rapport au volume de données qu'on est sur des données de paye peut être assez conséquent. Donc effectivement, c'est ce pragmatisme que tu évoquais, Médéric, c'est une des solutions quand on a des temps de réponse un peu importants sur certains tableaux de bord. Une des approches peut être de charger les données, l'autre, ça peut être aussi d'optimiser le data warehouse. Enfin, il y a plusieurs approches qui peuvent répondre à ce sujet de temps d'affichage. Ça répond à la question, Yaroslava ? Oui, tout à fait. Et il y a une deuxième aussi, un peu de même façon. Qu'est-ce que vous faites avec les modèles intermédiaires, par exemple, comme les données du temps, le temps, ou par exemple les années ou du mois qui sont, enfin, les fichiers plates qu'on utilise, qui sont des fichiers intermédiaires qui sont utilisés dans les modèles finaux. Je ne sais pas si c'était clair, excusez-moi, peut-être. Alors généralement, on a ce calendrier, cet axe temps qu'on utilise dans la modélisation, puisque ce qu'on retrouve dans les logiciels métiers, ça va être généralement une date. Et dans MyReport, on passe par un modèle, on a un modèle chargé qui permet de mettre à plat, entre guillemets, derrière une date. Benjamin, en plus, tu vas avoir l'exemple, je pense, sous la main. Qui permet de mettre à plat les notions de temps et d'analyser par rapport à une date. On a tout un ensemble d'éléments et on le publie dans le mode. On ajoute les champs qui nous intéressent dans le modèle final. Par exemple. Et l'axe temps, nous on le retrouve quasiment partout dans tous les modèles que l'on a. Dès qu'on a typiquement ici dans temps facture, sur la partie droite, dans temps facture, on va aller chercher des informations par rapport à la date de facture. Et ce qu'on remonte ici, par exemple, pour la facture, c'est la date, c'est le numéro du mois, c'est l'année. Et après, je pense que les autres champs, on s'en sert un peu moins. Là, il y a l'année-mois qu'on utilise, le libellé du mois, mais c'est la journée aussi, on regarde la journée. Par rapport à ça, c'est que depuis la version 7, quand vous créez un nouveau projet, c'est intégré directement, automatiquement, l'axe temps dans les projets. Il n'y a pas besoin de le rajouter manuellement.
il faut y maintenant. C'est pratique, ça évite de faire un copier-coller manuel, comme on pouvait l'avoir à le faire à l'époque. avant. Merci de le préciser, Médéric, justement. Il y avait une autre bonne pratique et sur laquelle Laurent souhaitait prendre la parole. Oui, alors c'était pour le coup, on va quitter temporairement un petit peu la partie data et la partie report, mais l'objectif, c'est justement de l'utiliser dans la partie après usage. Alors, ce que tout le monde, a priori, devrait utiliser aujourd'hui, ce sont les groupes d'utilisateurs. C'est assez rare, en tous les cas, que moi, dans mon cas, on rencontre chez les clients des clients qui mettent des droits par utilisateur, ou alors c'est vraiment des petites structures où il y a 1-2 utilisateurs MyReport, ce qui est assez rare, mais ça pourrait arriver. À partir du moment où on a un certain nombre d'utilisateurs, et même si on commence à avoir 10-20 utilisateurs, c'est important de créer tout de suite des groupes utilisateurs dans l'administrateur. Donc ça, c'est important dans l'administrateur de créer des groupes. Et en général, alors là, c'est là où vous allez avoir des règles un petit peu différentes par client. Il y a des clients qui vont le faire par fonction, il y en a d'autres qui vont les faire par application, mais en tous les cas, le principe, c'est de dire on va isoler des groupes bien identifiés, et ces groupes pourraient être cumulables sur un utilisateur. L'objectif, c'est pas de faire des groupes en disant je fais un groupe spécifique pour cet utilisateur-là, j'en fais un deuxième, surtout pas. Ne jamais tomber dans ce piège-là, parce que c'est au bout de quelques temps, ça devient plus maintenable. Il faut vraiment le gérer par métier ou appli. Alors après, ça c'est suivant les cas de figure, mais en tous les cas, moi j'ai plutôt tendance à le faire par métier. La fonction vente, la fonction comptable, la fonction achat, etc. etc. Et à partir de ce moment-là, un utilisateur peut appartenir à un ou plusieurs groupes. Et donc, si une personne est transverse, il aura plusieurs groupes d'affectés, les droits vont se cumuler. Si une personne est vraiment spécifique à un périmètre, il aura un groupe identifié en tant que tel. Ce qui permet d'avoir une gestion plus souple. Quelqu'un qui va rentrer temporairement ou qui vient aider un collègue qui est parti en congé ou quoi que ce soit, on vient lui rajouter le bon groupe pendant la période de congé. Une fois que c'est ressorti, on enlève le groupe et ainsi de suite. Donc ça, c'est très important, parce que au quotidien et sur le long terme, ça permet vraiment de structurer, parce que ça permet aussi de gérer ce que les gens vont avoir droit de voir, de requêter. Et en complément de ça, et ça c'est très peu utilisé, c'est fort dommage, ce sont les attributs. Alors ça existe depuis très très longtemps dans MyReport, bien avant BE. Et malheureusement, j'aurais tendance à dire que c'est utilisé par 10% des clients, et encore, je pense que je suis généreux sur le sujet. Et pourtant, ça permet, par exemple, un cas concret qui est régulièrement utilisé, nous, chez nos clients, c'est typiquement créer un attribut code commercial, code vendeur, code acheteur. Et quand vous diffusez du reporting à votre auditoire, vous ne faites qu'un seul reporting, un seul. C'est le même pour tout le monde, pour la direction, pour le commerce, c'est le même, et vous filtrez par code attribut. Et l'attribut va porter soit le code commercial, soit un groupe, soit la totalité, et du coup, automatiquement, ce même reporting va être auto-filtré pour l'utilisateur en fonction de son attribut, et du coup, l'administrateur qui gère le report, soit dans le builder, c'est pour le coup, là, on va se retrouver dans le builder ou dans le data, puisqu'on pourrait aussi filtrer le data directement sur les attributs pour éviter de faire des erreurs dans le builder, ou dans le page, soit dit en passant, même principe. Et du coup, automatiquement, vous sécurisez la donnée, et c'est très, très, très pratique. Exactement, je vois la remarque de Mathieu, la combo groupe-attribut vous fait gagner un temps fou en termes de création de rapports, parce que moi, j'ai remarqué que les clients qui n'utilisent pas cette partie attribut se retrouvent souvent avec énormément de rapports créés qui font la même chose. C'est juste qu'on a créé un rapport pour l'ADV, on a fait un autre rapport pour le commercial Intel, etc. Et du coup, voilà, ça c'est vraiment, vraiment, ça vous fait gagner un temps fou sur les rapports et la maintenabilité des rapports. On parlera aussi tout à l'heure sur un autre sujet. Par rapport à l'utilisation des groupes, Laurent, effectivement, il y a les groupes, dans les retours qu'on a eus, il y a le sujet d'exploiter aussi les groupes AD. Il y a Christophe qui nous faisait un retour sur l'utilisation de groupes projets, de groupes licences, de groupes pour de la visibilité. Est-ce que Christophe, tu souhaites prendre la parole pour détailler un peu plus cette partie-là, parce que je trouve ça assez intéressant aussi pour compléter ce qu'a évoqué Laurent. Oui, bien sûr, pas de souci. Bonjour.
En fait, effectivement, on utilise des groupes de l'Active Directory. On ne crée pas des groupes directement dans l'administrateur. Ces groupes de l'Active Directory, donc on les retrouve dans l'administrateur, on y a accès. On a des groupes, on a différents projets. On a différents projets dans MyReport. Donc on a des groupes pour chaque projet dans lesquels on peut mettre les utilisateurs concernés. En fait, on ne met pas directement les utilisateurs, on met leurs groupes fonctions. Chaque utilisateur est dans un groupe AD qui correspond à sa fonction. Quand cet utilisateur s'en va, qu'il est remplacé par quelqu'un d'autre, ben c'est cette nouvelle personne qui est dans le groupe AD de la fonction concernée. Donc, en fait, tout ça se fait par le service support lorsque des personnes arrivent à la fondation et remplacent d'autres personnes. Donc, au niveau des droits, dans MyReport, on n'a pas besoin de s'en occuper une fois qu'on a bien calé les droits. Ensuite, on a des groupes concernant les licences. Il y a des personnes qui ont droit à des licences manager, d'autres à des licences center ou à des licences viewer. Donc, on utilise des groupes AD pour mettre les gens dans ces groupes également. Et enfin, on a des groupes de visibilité qui permettent de limiter le périmètre des données que peuvent voir les personnes. Et ces groupes de visibilité, qui sont toujours des groupes AD, hein, on met des filtres dessus, en fait, sur les modèles. Par rapport à certaines caractéristiques qui peuvent être l'emplacement géographique d'un établissement, par exemple. Ok, donc toi, tu centralises toute la gestion est centralisée avec l'AD, avec des groupes pour affecter les licences automatiquement, oui. De la visibilité sur des modèles et oui. potentiellement des projets. Oui. Okay. Oui, certaines personnes ont accès, je ne sais pas, au projet RH par exemple, mais n'ont pas accès au projet financier. Donc on le met dans le groupe RH. Voilà. Après, on peut être plus fin, hein. On peut être plus fin que le projet. Hein. Dans un projet RH, on peut avoir, par exemple, un contrôle paye. On va avoir un groupe AD qui va s'appeler RH contrôle paye, et certaines personnes auront les droits dessus et pas d'autres. On fonctionne uniquement avec des groupes AD. Et le petit complément qu'on peut avoir est par rapport aux fonctions, c'est suivant aussi c'est là-dessus que tu appliqueras plutôt les filtres pour la restriction d'accès à certaines données, potentiellement les attributs dont parlait Laurent. Certains collaborateurs vont avoir accès, par exemple, qu'à leur agence, et d'autres à tout un département ou toute une région. Et ça, tu peux utiliser des groupes pour gérer ce niveau de filtre-là. Oui, tout à fait. Okay. Là, c'était quelques bonnes pratiques. S'il y en a d'autres que dans les bonnes pratiques projets, même si on a pas mal de choses, on avait pas mal de sujets à évoquer dans ce live, s'il y a d'autres bonnes pratiques projets que vous voulez soumettre ou sur lesquels vous souhaitez qu'on échange, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation. En tout cas, c'est intéressant d'avoir vos réactions au fur et à mesure. Et une fois qu'on a c'est notre pratique à la Fondation. Je ne sais pas si c'est une bonne pratique, par contre. C'est des choses, je sais que nos équipes souvent insistent proposent ce cadre-là. Je sais que voilà, ça fait partie des choses qui sont assez intéressantes. Pour résumer juste sur ça, en fait, la bonne pratique ultime par rapport au groupe, c'est d'avoir les groupes MyReport calqués sur l'AD. Et après, si on n'utilise pas l'AD pour ça, on utilise quand même les groupes dans MyReport, au sein de MyReport. Et après, voilà, en fait, les groupes, effectivement, c'est un gain d'énergie absolu. Et alors, quand on les combine avec les attributs, alors là, c'est vraiment c'est top, quoi. C'est génial. J'ai qu'une petite réflexion, moi, sur les groupes. C'est bon, moi, j'ai pas de souci parce que je vais retrouver mes collègues dans les collègues qui sont attribués dans mes groupes. Par contre, mes collègues donc le builder, qui ont le page, ne voient pas qui est dans les groupes. C'est la seule problématique que j'ai là, quand ils ont des dashboards à faire dans le page, par exemple, qu'ils affectent un groupe, ils ne sont pas sûrs d'avoir toutes les personnes dedans. Okay. Ils ne savent pas. Donc moi, d'un autre côté, j'ai fait un MyReport pour leur donner l'information, et c'est pas très pratique. Ok, on note cet élément-là. Je crois que Benjamin aussi souhaitait en parler un peu plus tard, justement. Et en tout cas, c'est très bien que tu me fasses ce retour. Voilà.
On a une question Souvent, de juste Ludovic. On pour a Ludovic qui a intervenir sur ça rapidement, sur les bonnes pratiques de gestion des groupes, en fait, souvent, ce qu'on me recommande, c'est d'avoir un fichier Excel qui permet de suivre ça quand c'est pas géré avec l'AD et qui, du coup, va permettre de fois de partager régulièrement aux personnes rapidement le suivi parce que c'est plus facile, en fait, de le Je vais faire vous comme dire, j'ai exporté de l'administrateur les groupes que j'ai mis sous le data pour faire un MyReport solution derrière. industrielle. Alors, tout va bien. Voilà. Super. Il y a Ludovic qui a levé la main, qui souhaitait prendre la parole. Je ne sais pas si le micro n'est peut-être pas ouvert. Ah, oui, Simon, le micro de Ludovic est coupé. Bon, en attendant, Ludovic, que le micro soit découpé, on va peut-être avancer parce Petit qu'on problème a technique. d'autres. Et oui. On Et a la d'autres deuxième sujets. partie, voilà. Comment m'a facilité le... Ouais, je te laisse reprendre. Oui. Pour finir sur les bonnes pratiques, je vous partage dans le chat le lien. Ah, excusez-moi, le vers les son est bonnes revenu. pratiques. Je suis enfin là, Voilà. si je peux me permettre. Oui. Allez-y. Vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Oui. En fait, c'est juste pour revenir, j'ai peut-être pas bien suivi le début de l'histoire des groupes AD. Quel est l'intérêt de les faire venir? Excusez-moi si je vous fais répéter, mais quel est l'intérêt de les faire venir de l'Active Directory? Parce que les droits sont toujours gérés dans Administrator quand même. L'appartenance est automatique, c'est ça, vu que les logins sont automatiquement liés à des groupes. Donc on peut importer ça tel quel. Mais ensuite, les droits, vous les gérez quand même dans Administrator de toute façon. On affecte les droits dans Administrator. Par contre, pour les entreprises qui gèrent tout à partir de l'AD, typiquement les changements de service, les arrivées et départs de collaborateurs, etc., ça permet d'avoir une certaine automatisation. Ouais, Peut-être que Mathieu avait un complément à ajouter justement là-dessus. Je ne sais pas si c'est une question ou un complément, Plus Mathieu. un partage d'expérience sur nous, ça nous aide vraiment sur les entrées-sorties surtout. C'est-à-dire qu'on a un commercial qui rentre, un commercial qui sort. On va le faire rentrer dans le groupe AD. On sait que vu qu'il est rentré dans le groupe AD, il fait partie du groupe AD MyReport qui lui va bien. Ça lui affecte sa licence. On sait qu'il va recevoir des diffusions de son périmètre. C'est vraiment du confort sur cette partie-là. Oui, au moins c'est centralisé auprès du service informatique. C'est le principal intérêt. C'est ça. Ouais. Ok. Non, c'était juste pour ça. C'est super, merci. Bon, mais du coup, Merci. on te relaisse la parole, Laurent, pour nous parler d'autres manières, en tout cas d'autres choses pour traiter le sujet de suivi et la maintenance. Et peut-être, on va changer un peu de domaine, on va parler des extensions. Oui, alors Une extension. on va être là sur un périmètre où on a déjà déployé la solution, ou alors dans une phase de test avancée, mais généralement, on va plutôt être dans une phase de post-déploiement, mais nous, on l'a déjà utilisé en phase de recette. D'autant plus, alors là, vous l'aurez prochainement, je n'ai pas la date, je laisserai répondre Pascal sur le sujet. On est d'ores et déjà en train de tester quelque chose que vous devriez très apprécier, puisque nous, on l'a déjà mis en production chez 2 clients, qui est la nouvelle extension monitoring. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisaient déjà la précédente, mais la nouvelle apporte des fonctionnalités très intéressantes parce que on avait des problématiques, et je pense que on n'est pas les seuls à l'avoir avec nos clients ou même chez nous en interne, sur des problématiques de performance sur les outils SaaS. On a de plus en plus d'outils SaaS, que ce soit des ERP, des payes, etc. Les API sont peu performants versus les bases de données qu'on avait historiquement on-premise chez nous, etc., ou sur des data centers que l'on requêtait. Et donc, du coup, ces outils SaaS, c'est très bien, ça se requête, voilà, sauf qu'on a des performances et on avait des ETL ou des stabilités de connexion qui étaient assez aléatoires.
Et donc, du coup, grâce à l'extension monitoring qui va arriver, et on avait déjà des prémices dans la version précédente, mais ce n'était pas suffisant pour suivre ça. Donc, on jonglait entre le monitoring et l'administrateur, mais on n'avait pas souvent tous les éléments, il fallait lire en détail tous les logs. Là, maintenant, vous allez avoir un vrai outil pour le suivi de la stabilité des connexions. Donc ça, c'est déjà un premier point, voir quels sont les time-outs qu'on peut avoir, des choses comme ça. Et ensuite, l'autre sujet qui est encore plus intéressant, c'est que chez un autre de nos clients, on l'a déployé aussi, mais là, cette fois, parce qu'il utilise MyReport depuis très longtemps, avec une très grosse volumétrie, et on devait réoptimiser avec le client les ETL. Parce que savoir, ça prenait un temps assez important pour certains, lequel fallait optimiser, à quel niveau, et surtout à quel usage. Alors ça, pour le coup, vous l'avez tous aujourd'hui dans la version monitoring pour ceux qui l'ont installé. C'est l'usage des reporting. Et donc, du coup, en analysant à la fois l'usage des reporting, des modèles, et donc des ETL qui posaient problème en termes de performance, du coup, on a pu, a posteriori, souvent c'est post-prod, sur du moyen et long terme, voire avec le retour d'expérience des clients, de pouvoir vraiment optimiser et revoir un petit peu ce qui avait été fondé au départ, ou même amélioré par le client lui-même, mais derrière de pouvoir réoptimiser un petit peu tout ça. Donc, à la fois la stabilité et à la fois les ETL. Et là, vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance de le tester, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui demandait pour tester cette extension, Pascal, Médéric, je vous laisserai répondre. Vous verrez, c'est vraiment un outil qui va vraiment vous apporter beaucoup plus encore, même si déjà la première version du monitoring était vraiment très bonne. Là, la version qui sera compatible que V7 par contre, donc obligation de passer en V7, je le dis pour les clients qui n'y seraient pas. Ça fait partie des bonnes pratiques aussi, montée de version. Mais là, pour le coup, vous devrez avoir la version 7 pour en bénéficier. Donc, préparez les montées de version si vous voulez cette version de monitoring qui est vraiment, vraiment un très bon outil. Et Benjamin s'en est servi aussi en interne. Voilà, toutes ces extensions, les tests d'abord en interne. Et Benjamin, toi, sur pour la maintenance de la modélisation, tu as un exemple à nous montrer justement avec le monitoring? Oui, tout à fait. Donc, c'était le chevauchement des programmations. On peut avoir des ETL en même temps que des diffusions, par exemple, puisqu'on a mal calé nos horaires ou un ETL a duré plus longtemps. Donc, dans ce cas, il faut qu'on l'optimise, comme le dit Laurent. Donc, dans la nouvelle extension, vous aurez, je vais vous montrer, j'ai simplifié. Laurent, on ne t'étonne pas s'il manque des onglets. J'ai des cases. Donc là, par exemple, sur les 7 jours glissants, j'ai 3 programmes qui se chevauchent. C'est-à-dire qu'ici, sur mon traitement journalier, qui lui est un ETL, j'ai une diffusion, il y a quelqu'un qui a lancé un ETL en même temps. Donc possiblement, ces diffusions ne vont pas être bonnes parce que l'ETL qui est concerné concerne les mêmes données du Messenger. Ou encore ici, voilà, on a un ETL qui a été lancé et j'ai lancé moi une diffusion. Donc même problématique. Donc là, on peut avoir des cas ou un ETL, une diffusion chevauche, ou une diffusion, un peu moins grave si c'est pas la même chose. Mais donc ça, vous allez le retrouver dans la nouvelle extension. Je crois qu'il y avait déjà une première partie dans la V1, mais je sais plus, j'en ai vu tellement passer ces derniers jours, je sais plus je l'ai censé. C'est sûr que c'est dans la dernière, en tout cas. Tout à fait. Ça ne l'était pas dans la première version du monitoring, justement, et c'est quelque chose qui arrivait avec la version de cette notion de chevauchement au niveau des ETL, au niveau des traitements. Ensuite, alors c'est pas dans l'extension V2, mais moi j'avais construit de mon côté, j'ai modélisé le MySystem sur une partie. C'est-à-dire, j'ai modélisé les MDLX. Ok, vous connaissez le MySystem, vous connaissez, il ne veut plus marcher, vous connaissez la structure du MySystem, donc on a un dossier modèle, on a un dossier dashboard, on a un dossier ETL, on a un dossier programmation, et j'ai modélisé un peu tout ça justement pour faire un refactoring du projet Hero. On vous a dit tout à l'heure qu'il y avait 1700 modèles, à l'époque il y en avait 2002, donc j'en ai cassé un petit peu, j'ai économisé un petit peu de modèles, un petit peu d'ETL, un petit peu de dashboard, et ainsi de suite. Donc là, je me suis concentré, on est multi-utilisateur data, je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis concentré sur les modèles créés. J'avais besoin de savoir qui créait des modèles et comment les utiliser ou quels étaient les modèles modifiés sur les 30 derniers jours. Donc là, je vois que j'ai créé un modèle hier.
Je n'ai pas l'utilisateur, mais je sais que c'est moi. Et je sais que ce modèle-là m'a permis peut-être de modifier tous ces modèles. OK? Donc, dans le data, dès que vous modifiez un modèle qui est utilisé dans des modèles supérieurs ou ainsi de suite, il modifie tous les modèles du dessus avec la petite étoile. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous enregistrez modèle modifié. Donc voilà, j'ai modélisé MySystem. Donc je sais que j'ai 1674 modèles et j'en ai 293 diffusés aussi. Ça peut être intéressant. Sur ces modèles diffusés, combien sont utilisés dans les 30 derniers jours? Et j'en ai 175 dans les 60 derniers jours. J'en ai 175 qui n'ont pas été utilisés dans les 60 derniers jours. Donc encore une fois, il y a du ménage à faire. Encore une fois, ça va me permettre d'optimiser mes modèles publiés, OK, et de redescendre à l'intérieur de ma modélisation pour essayer de squeezer un peu de modèles et essayer de redescendre à une modélisation à 1000, 1200 modèles. À voir. Donc ça, c'est la première utilisation. Donc on intégrera ça, je pense, dans la V3, peut-être. Pas dans la V2.0 en tout cas. Pas dans la V2.0, parce qu'elle est proche à sortir. On ne connaît pas la date encore, mais... autre point, c'est connaître l'utilisation des tableaux de bord. On fait plein de tableaux de bord, mais est-ce qu'ils sont utilisés, par qui, par quand et quand? Donc ça, c'est pareil. Donc dans la monitoring V2, vous allez avoir aussi l'information. Donc là, je vous ai montré quelques exemples que j'avais fait aussi moi en comparaison. Donc là, c'est mes tableaux de bord. Je sais qu'ils sont utilisés à peu près tous les jours. J'ai mes utilisateurs et j'ai mes différents dashboards. Ensuite, là, j'ai le maître détail. Donc, si je veux savoir ce qu'on a utilisé aujourd'hui, on utilise beaucoup le commande à facturer Odoo, le conseil service, le BD direct. C'est Marie-Charlotte, Marcha, si vous m'entendez, Marcha qui utilise le plus. Donc, c'est parti ADV. Et quels sont les onglets utilisés? Si je pars de l'utilisateur, je ne vais pas prendre moi, je vais regarder Thomas, je vois ce qu'il utilise et quand. Et si je pars sur un dashboard, je sais qui l'utilise et quand. Et aussi, j'avais fait ça aussi à l'époque, les utilisations sur les 30, 60 derniers jours, savoir si mon modèle est publié, savoir sa date de dépublication, quel utilisateur l'utilise. Donc ça, c'est des choses aussi que vous aurez pas dans cette mise en forme-là, mais dans le monitoring V2. Nous parlions tout à l'heure des droits. Laurent en parlait. Quel utilisateur a droit sur quel modèle ou sur quel dashboard, pardon. Donc, par exemple, si je peux partir de mon tableau de bord, je peux partir de mon groupe ou je peux partir de mon utilisateur. Si je prends mon groupe compta, par exemple, je sais qu'ils ont accès, je dis elles, parce qu'il n'y a que des filles, qu'elles ont accès à ces modèles-là en tant que groupe d'utilisateurs. Ensuite, si je veux un utilisateur, donc là, je sais que Richard, c'est le directeur commercial, il a le droit, en tant qu'utilisateur et pas en tant que groupe, par rapport à ce que disait Laurent, sur tous ces dashboards-là. Alors, il y a pas mal de bacs à sable. Les commerciaux, qu'est-ce qu'ils ont droit? Et ainsi de suite. Donc, je peux partir soit du dashboard, du groupe ou de l'utilisateur, et ça me permet d'avoir une cartographie, je sais de quel dashboard est utilisé par qui. Et dernier point que je voulais vous montrer, c'était un calendrier des programmations. Ça m'a bien servi aussi au départ quand j'ai repris la gestion du projet, avoir une cartographie de toutes les programmations que j'avais en cours. Donc là, c'est juste, voilà, je sais que la quotidienne, bon, on sait que c'est tous les jours, parce que son nom l'indique, mais par exemple, le portail d'utilisation, je sais que c'est tous les dimanches. Je sais que là maintenant, c'est tous les samedis, et ainsi de suite. Mon traitement journalier, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc des lignes de commande, j'ai mon ETL Odoo, j'ai mon ETL EPRO, et j'ai mes diffusions. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on intégrera en V3, certainement, avec une mise en page peut-être différente. C'était plutôt du basique, ça, à l'époque. Mais c'est des choses qui m'aident, en tout cas, moi, savoir si mes dashboards sont utilisés, parce qu'on m'en demande plein, vous en doutez, pas que moi, je pense. Donc, on nous le demande, on sait s'il est utilisé et quand et par qui.
Alors justement, pour récapituler, il y a quelques petites questions qui arrivent. Oui, j'ai pas lu les questions. Non, c'est pas gênant, t'inquiète pas, on a l'œil dessus. Ce qui est nativement dans le monitoring dont nous parlait Laurent, la version qui sort très prochainement, c'est savoir finalement qui utilise quoi. Et le reste que tu viens de nous montrer, les droits, les programmations, etc. Le dernier tableau de bord que tu viens de nous montrer, ça c'est un spécifique que tu as mis en place de ton côté, c'est ça? Tout à fait, ouais. Alors après, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous faire part de l'intérêt sur cette partie-là, myclub@myreport.fr. On pourrait voir comment vous partagez les travaux que Benjamin a fait. Enfin, c'est l'intérêt aussi pour moi de cette session, d'échanger sur nos bonnes pratiques, sur ce que l'on met en place et de partager les éléments. Est-ce que vous avez d'autres éléments que vous mettez en place pour faciliter le suivi et la maintenance, soit des tableaux de bord, soit de la modélisation, avant de laisser la parole après à Laurent sur un retour sur la maintenance des projets? Bravo. Laurent, non, c'est le mot, hein, franchement, c'est hâte de l'avoir. Beau boulot. Oui, c'est sûr qu'une fois qu'on l'a, on se dit mais comment on a fait avant? Ça, c'est certain, c'est l'expérience que j'ai eue. Plus globalement, là, on redonne la parole à Laurent pour qu'il nous partage un petit peu sa vision et son expérience sur comment aborder quelle est la démarche pour faire que cette maintenance projet soit la plus simple. À toi la parole, Laurent. Bon, là, je vais pas inventer beaucoup de choses, hein. Normalement, tout le monde le connaît. Le premier sujet, ça va être de définir quelle est la criticité de son projet BI, parce que nous, on a des clients qui sont très variés. Certains vont utiliser la BI comme un simple outil de reporting, mais finalement qui n'est pas critique pour l'entreprise. Donc là, à partir de ce moment-là, on ne va pas agir de la même manière et on ne va pas maintenir la solution de la même manière que si c'est un outil stratégique, quel que soit le domaine d'activité d'ailleurs, hein, que s'il est vraiment stratégique et au cœur de l'entreprise. S'il est vraiment stratégique ou s'il l'est moins, c'est là où on va définir si on est plutôt dans de la maintenance curative ou de la maintenance préventive. Parce que bon nombre de clients aujourd'hui, alors malheureusement ou pas, ça on sait très bien, on est souvent pris par l'activité, on est pris par beaucoup de priorités. La majorité des clients aujourd'hui nous appellent quand il y a un problème. Alors, c'est déjà bien, ça permet d'intervenir et ça permet d'accompagner, d'aider souvent le responsable MyReport en interne, alors qui peut être IT ou pas IT, hein, d'ailleurs, hein, vous le savez tous. Hein, et donc là, on va être plutôt dans la correction. Et dans ce cas-là, quand on vient corriger, on n'a pas forcément le temps de remettre à plat les choses correctement parce qu'on a un problème, il faut le résoudre, parce qu'on a besoin du reporting mensuel, parce qu'on a besoin de telle ou telle chose. Et nous, ce qu'on a tendance à proposer, mais on n'est pas les seuls, à proposer dans le cadre du contrat d'assistance que l'on apporte aux clients, c'est de faire de la maintenance préventive en disant si vous le souhaitez, tous les clients ne le souhaitent pas, c'est de dire voilà, on fait une revue ensemble une journée ou plus par an en disant voilà, passons un peu de temps ensemble sur ce que vous avez fait, quelles sont les problématiques que vous avez. Là, on prend le temps de se poser et d'échanger ensemble plutôt que d'aller d'identifier un problème à un instant T et de le corriger. Et ça nous permet aussi, là, ce que Benjamin, c'est un très bon retour d'expérience là pour le coup chez MyReport, c'est que comme on dit toujours, hein, les informaticiens sont toujours les plus mal chaussés, c'est-à-dire que tout le monde touche un peu au système parce que tout le monde connaît. Moi, je parle en connaissance de cause, hein, chez nous, c'est le cas. Et du coup, à un moment, on se retrouve avec un système qui peut être, dans certains cas, instable parce qu'on va avoir plusieurs personnes qui vont y toucher. Quelqu'un a touché, alors documentation ou pas, là, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, c'est un autre sujet, mais quelqu'un va avoir touché. Est-ce que la personne n'est pas là, elle n'est pas là, elle est en vacances, elle est malade, quelqu'un d'autre va intervenir et ainsi de suite. Et si à un moment on ne prend pas le temps à minima, alors on ne peut pas forcément nommer un chef de projet, tous mes clients n'ont pas de chef de projet BI, hein. La plupart du temps, on a un responsable des opérations, un responsable financier, un comptable qui va gérer la partie MyReport, hein. Donc on ne parle pas de chef de projet, hein. MyReport est bien positionné avec Benjamin, mais tout le monde n'a pas un chef de projet BI chez lui. Mais c'est de dire avec le partenaire ou en interne,
Si vous avez un responsable application à l'interne, il ne faut pas hésiter de le faire aussi avec lui. C'est-à-dire, si vous êtes responsable d'un pôle de service et que vous voulez faire une remise à plat avec votre chef de projet interne, faites-le, c'est important parce que vous verrez qu'à l'usage, déjà, ça va vous permettre d'identifier ce que vous montrez Benjamin juste avant, est-ce que c'est utilisé, pas utilisé, plutôt que d'investir du temps à produire de nouveaux rapports, voir déjà ce que vous avez mis en place, est-ce que ça ne peut pas être réutilisé? Est-ce que vous ne pouvez pas faire du ménage? Voilà, c'est très important de prendre le temps un petit peu tous les ans, pas de se dire ma solution elle est déployée, maintenant je l'utilise et je produis et je produis et je produis. Bon là, en plus avec MyReport, vous avez un bon exemple d'énormément de modèles. C'est sûr que si on attend trop longtemps, ça demande un travail assez conséquent a posteriori, et surtout quand on n'a pas forcément dans certaines structures une équipe BI interne dédiée à ça. Ouais, tout à fait. La vision que j'aime bien, merci Laurent, la vision que j'aime bien partager par rapport à ça, c'est comme une voiture, hein. Le contrôle technique, au bout d'un certain temps, voilà, il est légal, il est tous les 2 ans. Avec MyReport, c'est la même chose. Peut-être pas le contrôle technique, mais une petite passe sur quel est l'état de mon projet. Est-ce que ça tient la route ou est-ce qu'il y a des éléments qui ont besoin d'être revus? Voilà. Et ce que je vous conseille, c'est faites-le avec vous avez le lien des bonnes pratiques. Et je vais redonner la parole à Angélique qui va nous en parler, hein, encore une fois, avec une autre fois le lien des bonnes pratiques. Prenez les bonnes pratiques et regardez. Ça mange pas de pain et voilà. Et ça vous permet d'être plus serein pour l'évolution de votre projet MyReport. Toi la parole, Angélique. Pour les liens, place à l'action. Bon, on a été un petit peu rapide, mais parce qu'on aime bien s'étendre aussi sur justement répondre à vos questions, parce que c'est le plus important. L'action maintenant, c'est vous voulez la tester, un petit mail à beta-myreport ou un long mail, hein, comme vous voulez, à beta-myreport@myreport.fr. Bien sûr, si vous êtes suivi par un super top partenaire de MyReport, n'hésitez pas à lui en parler. Il saura aussi vous rediriger pour tester l'extension. Le guide des bonnes pratiques, et là, Médéric, pareil, vous avez déjà donné le lien, mais on va vous le remettre. Il l'a déjà remis, voilà, au taquet. Et la dernière action qu'on vous demande aussi également, parce que j'aime bien, une dernière pour terminer, le sondage, comme à chaque fois, on vous sonde. N'hésitez pas à répondre. On a besoin de vos retours, de vos encouragements, de vos questionnements, de vos thématiques à venir. On a besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à répondre au sondage. Je mets le lien Je l'ai mis. dans la conversation. Je l'ai remis aussi. Et comme ça, mieux vaut 2 fois qu'une. Et voilà, on a vraiment, comme on le dit, vous êtes acteurs de ces moments-là. Bien sûr que nous, on pourrait vous parler de tout plein de choses, mais si on peut cibler justement vos attentes, vos besoins, partager vos tips et vos retours, c'est toujours avec plaisir et c'est très important. Voilà. J'ai fait speed, hein. Ouais, bravo Angélique. Alors, on espère que ce nouveau format de Live My Club vous plaît. En tout cas, il va évoluer. Et je vois qu'on a déjà la slide pour l'agenda. Donc, toujours le même lien, hein, pour les futurs Live My Club pour connaître l'agenda et puis vous inscrire. Alors j'en profite justement, Médéric, que tu sois en train d'en parler sur les agendas du Live My Club. On essaie de faire ça assez régulièrement, des retours sur des cas d'usage. Si vous souhaitez prendre la parole, nous proposer un sujet, n'hésitez pas à venir vers nous. C'est avec plaisir qu'on vous laissera le micro, qu'on vous accompagnera aussi pour justement preniez la parole dans cette session. On a une petite idée aussi, une belle proposition de Médéric autour d'un petit exercice en live à voir. Il y a encore un petit sujet chez nous, savoir si on le fait en février ou en mars. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des idées, des sujets que vous souhaiteriez voir évoqués, à nous l'indiquer, soit dans le sondage, soit en envoyant un mail. On compte sur vous. Je te laisse la parole, Médéric. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir de rejoindre le My Club. On nous prépare de belles surprises, hein, pour cette année. Je fais un peu de teasing.
voilà, la communauté MyReport, très importante pour nous et c'est toujours un plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire. Hein. On vous met le petit l'adresse mail du MyClub. Et rendez-vous donc pour le prochain, le 17 février. Ça arrive très très vite. Merci à tous Merci encore. beaucoup. Merci à tous. Hâte de vous Bonne lire, soirée. de vous entendre et de vous voir. À très bientôt. Merci beaucoup, bientôt. Laurent, pour ta participation. Bonne soirée à tous. Merci Laurent. Avec plaisir. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée. Merci Voilà. à tous.